Bienvenue à toutes et à tous à nouveau. On est ravis de vous accueillir pour ce troisième webinaire sur cette quinzaine du job dating. On a choisi aujourd'hui d'aborder une thématique particulièrement d'actualité, qui est celle de la digitalisation des processus de recrutement, qui en effet ne date pas d'hier et pas forcément non plus de cette année, mais qui néanmoins s'est accéléré avec le contexte du Covid, du télétravail et de toutes ces phases de rencontres, d'intégration des collaborateurs à distance. Je remercie chaleureusement Brigitte Viala et Véronique Bachira, qui sont toutes deux intervenantes pour ce webinaire ce matin. Elles sont fidèles bénévoles chez Force Femmes sur l'antenne de Paris, et je les laisserai se présenter plus en détail par la suite. Juste deux petits mots. On va vous passer un PowerPoint qu'elles ont concocté spécialement pour vous ce matin, soyez attentives. Ce PowerPoint ne sera pas envoyé à l'issue du webinaire. Néanmoins, vous pourrez revoir ce webinaire en replay sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas si vous auriez manqué des informations. Et simplement, je vous encourage à participer, à réagir par le chat autant que vous le souhaitez. Même si on est derrière l'écran, on espère que cette session sera la plus interactive possible. En tout cas, pour avoir un petit peu échangé avec Véronique et Brigitte, c'est un contenu vraiment très riche. Donc vous êtes gâtés ce matin, n'hésitez pas à en retirer le maximum. Je vous souhaite un bon webinaire et puis je serai là tout au long de l'intervention pour prendre vos questions. À vous la parole. Ok, Véronique, je te laisse prendre la parole. Bon. Bonjour à tous et à toutes. Merci de votre présence à ce webinaire, une présence qui nous fait vraiment plaisir. On va aujourd'hui aborder le thème de la digitalisation, mais avant, je vais me présenter pour que vous ayez le recul nécessaire pour voir quels sont nos métiers et nos expertises. En fait, je suis bénévole chez Force Femmes depuis 6 ans maintenant. Je travaille plutôt sur le retour à l'emploi, soit en suivi individuel, soit en animation d'atelier. En fait, mon parcours professionnel a été construit autour de 3 grandes étapes. Une fonction de direction commerciale pendant plus de 18 ans, ensuite de la chasse de tête, et enfin, aujourd'hui, je suis coach et surtout, j'interviens beaucoup auprès des étudiants pour les aider dans leur insertion professionnelle. Construction de projets professionnels, insertion professionnelle. Beaucoup de plaisir à partager avec Force Femmes parce qu'on a une grande richesse dans nos échanges. Brigitte, et toi, qu'est-ce qu'il en est? C'est à moi, ok, merci. Alors, Brigitte Viala, moi je suis bénévole chez Force Femmes depuis 5 ans, j'y suis arrivée en mécénat de compétences. Donc, j'ai exercé la totalité de mon parcours chez Orange, mais un parcours dans lequel j'ai œuvré dans des environnements techniques, puis commercial, puis RH, principalement sur des postes en management. Et plus particulièrement pour ce qui vous intéresse, sur mes derniers postes RH, j'étais responsable emploi compétences, responsable ressources humaines, et puis sur le tout dernier, conseiller carrière. Voilà, chez Force Femmes, j'accompagne aussi individuellement et en atelier surtout sur la partie outils, donc CV, lettre de motivation, pitch, et vous verrez dans notre déroulé que je vais me consacrer plutôt aux incontournables et aux bases de la préparation de l'entretien. Voilà. Merci. Alors, en fait, je vais prendre la main pour partager mon écran. Et je vais immédiatement passer sur le déroulé et sur notre... Est-ce que tout est clair pour vous? Et voilà. Super. Donc, en fait, le sujet aujourd'hui, et comme le disait Mélanie, est vraiment un sujet d'actualité. C'est la digitalisation du recrutement, mais surtout, c'est quel impact pour vous, les candidates? La digitalisation ou, si vous préférez, la transformation numérique
et avance inexorablement en entreprise, mais pas qu'en entreprise, ailleurs avec nos objets connectés à la maison également, donc dans notre quotidien. L'impact de la crise sanitaire et notamment en fait du Covid est importante puisque le PDG en fait de Microsoft, donc qui est vraiment dans la partie, disait que en 2 mois de confinement, nous avons gagné 2 ans de développement, si vous voulez. Donc c'est énorme et les RH ne sont pas du tout en reste. Et c'est ce que nous allons voir. Alors, quel est le déroulé en fait de ce webinaire? Nous avons 2 parties. De loin, la plus grande va être effectivement l'impact que ça peut avoir pour vous. Mais avant, nous avons souhaité, Brigitte et moi, vous donner quand même un chapeau général, que vous compreniez, si vous voulez, les évolutions du recrutement, entre autres sous l'influence du marketing, que vous compreniez quel est le point de vue du recruteur, quels sont ses enjeux, ses nouvelles approches, quels sont ses outils de travail. Et plus vous avez la maîtrise et la connaissance de ce qui se passe face à vous, plus vous arriverez effectivement derrière à comprendre et à mieux vous préparer et à mieux vous adapter. Donc, première partie, quand on tombe par digitalisation, et la deuxième partie, c'est quel est l'impact pour vous, donc vos outils, que ce soit en termes de CV, de lettre de motivation, que ce soit en termes de gestion de votre image sur les réseaux, que ce soit en termes de quels sont aujourd'hui les canaux digitaux pour postuler, comment je peux moi aussi gérer numériquement, digitalement mes candidatures. Et enfin, les nouvelles formes d'entretien, que ce soit à travers des entretiens de présélection qui deviennent en fait quelquefois des entretiens vidéo différés, ou alors les entretiens de recrutement qui aujourd'hui prennent une forme d'entretien en visio. Nous aborderons tous ces points-là. Mais avant, nous avons la volonté systématiquement de vous interroger, de connaître votre position et de vous passer quelques sondages. Alors, donc, notre premier sondage. Alors, vous verrez tel que c'est construit. On est d'abord sur la partie sondage et ensuite on vous donne des explications dans lesquelles logiquement vous devriez trouver les réponses. Alors, première question. Pensez-vous avoir vous-même une approche digitale dans vos recherches d'emploi? Oui ou non? Personal branding et marque employeur. Pour vous, est-ce que le concept est identique? Oui ou non? Je crois que Mélanie, il faut que tu ouvres le vote. Ah, l'hôte et les panélistes ne peuvent pas voter. Alors, si, c'est en cours, je le vois. Pardon, c'est parce qu'en fait, nous sommes panélistes. Ah oui, d'accord. Oui, Okay. oui. Je le vois. Alors, je ne sais pas s'il apparaît à l'écran. On a déjà plus de 60 votes. Est-ce que vous le voyez ou pas? Je suis la seule à le voir. Non, mais c'est pas grave. Hein. L'essentiel, c'est que ça vote. Tu vas voir qu'à un moment, tu vas avoir partagé les résultats du vote. D'accord. On est à 80% des votes. C'est pas mal. Super. Après, bon, on peut ne pas savoir forcément répondre à ces questions. Hein. C'est aucun problème. Ok, alors. Tu peux arrêter. Oui. Bien. Ah. Alors, je viens de partager les résultats, mais je ne crois pas que vous les voyez. Oui, nous les voyons. Ah, pardon. Personal branding et marque employeur, le concept est… D'accord. Bon. On va poursuivre, Véronique. D'accord, sans souci. En fait, dans le déroulé des quelques slides suivantes, vous allez avoir la réponse à ce point. Donc oui, vous avez une démarche digitale et on va regarder ensemble. Non, le concept est différent et on va regarder également ensemble. En tout cas, merci de votre participation. Donc, je rentre là dans cette volonté de vous donner une vision globale avant que vous compreniez. Vous êtes à l'aise avec cette notion de recrutement. Et en fait, vous voyez cette image, je vais prendre l'image d'un iceberg. Vous, ce que vous voyez le plus souvent, c'est la pointe, c'est-à-dire le recrutement. Je candidate, j'ai mes entretiens, je suis sélectionnée et il y a l'embauche derrière. Ça, c'est du recrutement pur et dur. Pensez qu'en amont, la face cachée de l'iceberg, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le marketing du recrutement.
Comment se rendre attractif en tant que marque? C'est toute cette première partie, je la tourne sur le recruteur pour que vous le compreniez. Comment avoir de la considération? Comment développer de l'intérêt auprès de candidats? En fait, j'aime bien ce petit schéma très visuel. C'est juste pour que vous ayez en fait cette vision, les enjeux du recrutement. Vous savez que la richesse d'une entreprise passe par la richesse de ses équipes, par le potentiel de ces personnes. Donc en fait, l'entreprise, elle est toujours en train de rechercher des potentiels et d'essayer de les fidéliser. Alors, son enjeu, c'est quoi? Eh bien, en fait, c'est face à des potentiels non connus, il faut que l'entreprise les attire. Ensuite, il faut qu'elle essaie de les convertir à leur cause, c'est-à-dire de inconnus à les rendre visiteurs. Alors là, je suis dans le milieu professionnel, à les rendre visiteurs. De visiteurs à essayer de les convertir en tant que candidats. De candidats à les recruter et donc devenir employés et en tant qu'employés, les fidéliser et faire d'eux des ambassadeurs qui parleront positivement de mon entreprise et ensuite la boucle sera bouclée. On pourra, ces ambassadeurs vont pouvoir eux-mêmes attirer, convertir et recruter, puisque entre autres, on parle souvent de cooptation. Quels sont les outils numériques qu'utilise l'entreprise? Eh bien, vis-à-vis de l'inconnu, pour le transformer en visiteur, eh bien, on va avoir des pages entreprises au carré, attractives sur les réseaux sociaux. On va être présent dans des job boards. On va avoir un site carrière attractif pour des candidats. On va créer un blog, on va l'animer, on va essayer d'intéresser des potentiels. On va essayer de les attirer à travers des mots-clés qui, eux, les intéressent. Une fois qu'on les a en visiteurs, on va les capter, c'est-à-dire qu'on va leur dire « Tiens, je peux vous donner des conseils » ou inscrivez-vous à une newsletter » ou « Regardez, il y a un livre blanc que vous pouvez télécharger, comment se préparer à un entretien » ou regardez, nous avons des offres qui potentiellement peut-être vous intéresser. Au niveau du recrutement ensuite, là, il y a un flot d'échanges, de mails, de partage. Et ensuite, une fois qu'on a l'employé, on va lui demander, lui aussi, d'être impliqué dans les réseaux sociaux, de faire du témoignage. Donc, voilà comment cette partie immergée du recrutement, le marketing du recrutement. Alors, Brigitte, dans ce contexte-là, dis-moi qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, effectivement, donc je vais vous présenter les nouvelles approches et les outils digitaux du recruteur. Alors, dans cette partie-là, vous allez voir que ce recruteur, on va se positionner côté recruteur hein, pour l'instant. Donc, lui, ce qu'il veut faire, c'est animer sa marque employeur. Alors, qu'est-ce que c'est la marque employeur? La marque employeur, ça désigne l'ensemble des problématiques d'image d'une marque à l'égard de la cible des employés ou des salariés potentiels. Cette définition illustre bien tout ce que Véronique vient de vous dire, hein, puisque l'idée, c'est de séduire les employés qui vont vraiment correspondre à ce que recherche le recruteur. Donc, on est dans comment on va séduire les employés ou les candidats qui sont les meilleurs pour eux. Alors, un chiffre quand même intéressant, 83% des embauches commencent par une recherche en ligne sur une entreprise. Bon, c'est toujours important de le savoir, hein. À un moment donné, on ne candidate pas n'importe comment, n'importe où. On candidate plutôt dans les entreprises qui vous intéressent et pour lesquelles vous avez un intérêt fort. Bon, ça veut dire que ça comprend la notion de réputation de l'entreprise et que dans un sens, vous allez rechercher dans cette entreprise à découvrir ses valeurs, son organisation, son type de communication. Alors, aussi bien au travers de ses employés, parce que vous pouvez avoir aussi des retours des employés qui sont dans ces entreprises, qu'en tant que vous, en extérieur et en tant que visiteur de site, par exemple, hein. Donc, cette marque employeur, comme vous le voyez, toutes les entreprises s'y attachent parce qu'elles ont besoin aussi de séduire les employés qu'elles visent. Mais en même temps, vous allez le voir par la suite, hein, les employés aussi vont viser les entreprises qui partagent leur culture et leurs valeurs. Donc, ça, c'est côté marque employeur.
Alors, vous avez vraiment entendu parler régulièrement de l'expérience client côté entreprise et vous savez à quel point ces entreprises, pour gagner des parts de marché, s'attachent à satisfaire cette expérience client. Donc, qu'est-ce que ça désigne? C'est l'ensemble des émotions et sentiments ressentis par un client avant, pendant et après l'achat d'un produit ou service. Les entreprises sont à fond vraiment là-dessus parce que c'est comme ça qu'elles vont gagner des parts de marché, hein, c'est inéluctable. Et elles se sont dit, aujourd'hui, on est très familier de cette expérience client, on sait la gérer, on sait l'étudier. Et pour séduire non pas des clients, mais des collaborateurs ou des nouveaux candidats, on va appliquer le mécanisme de cette expérience client sur les candidats. Et donc, tout simplement, les mécanismes de l'expérience client vont se transposer à l'expérience candidat, aux collaborateurs, l'idée étant de bien connaître la cible de ces candidats et de ces collaborateurs et de décrypter leurs usages aussi. Donc, on va chercher, au travers de ça, une véritable correspondance entre les attendus des candidats et des collaborateurs et l'entreprise. Donc, vous voyez qu'en fait, quand on parlait de l'influence marketing, eh ben, en fait, une image de marque d'un produit est devenue en RH une marque employeur. Une Voilà. expérience client est devenue en RH une expérience candidat. C'est exactement, si vous voulez, l'influence du marketing. Alors, toujours dans cette catégorie d'outils, les nouveaux outils, en fait, euh, des recruteurs, pour que vous les compreniez bien, en fait, ces recruteurs sont passés de l'analyse et de la construction d'une base de données à la gestion de réseaux sociaux. En fait, moi, je vous ai dit au début, j'ai travaillé dans un cabinet de chasse de tête et la richesse d'un cabinet de chasse de tête était constituée par la richesse de sa base de données. Et c'est ce qui faisait la vraie valeur du cabinet. Une base de données qualifiée, actualisée, ciblée. Et ça, c'était vraiment la richesse d'un cabinet. Aujourd'hui, cette richesse-là, elle est passée, elle est accessible, la base de données, à tout le monde via les réseaux sociaux. Que font les recruteurs dans les réseaux sociaux? À travers les réseaux sociaux, ils vont rechercher des candidats majoritairement, ils vont prendre des contacts, plus besoin d'avoir son portable, plus besoin de contacter le secrétariat, le standard, le ci, le ça, les barrages. Vous pouvez prendre contact directement avec votre cible, ce potentiel candidat. Bien évidemment, ils vont poster des offres. Et enfin, comme on l'a vu avec Brigitte, il va gérer à travers les réseaux sociaux sa marque employeur. Quels sont les réseaux sociaux les plus utilisés aujourd'hui dans le recrutement? La base de la base, c'est LinkedIn, qui d'entrée, lui, s'est dit mon ADN, c'est un réseau professionnel. Mais les autres suivent. Facebook suit. Facebook aux États-Unis fait beaucoup de recrutement. Twitter suit. LinkedIn reste quand même le premier. Néanmoins, il faut savoir, et j'en parlerai tout à l'heure, qu'il y a du recrutement via Facebook et via Twitter. Alors justement, Véronique, je voulais revenir sur Twitter parce que on n'y pense pas souvent, mais Twitter est vraiment un réseau social où il y a du recrutement. Donc moi, je vous propose vraiment de vous y intéresser parce qu'il est assez important quand même. Vous avez vu le pourcentage qui est affiché, donc vraiment allez voir et faites en sorte aussi, si vous voulez utiliser Twitter au niveau professionnel, d'être cohérente par rapport aux autres réseaux sociaux de recrutement. Donc, il va falloir effectivement, comme le dit Brigitte, utiliser l'ensemble des panels possibles. Alors, autre outil du recrutement, c'est la gestion des candidatures. Alors, je ne sais pas si, d'abord, il faut réaliser que ce ne sont plus des candidatures, mais que ce sont des e-candidatures. Alors, premier point, nouvel outil des recruteurs, c'est ce qu'on appelle, peut-être que vous l'avez déjà entendu, ça s'appelle un ATS. En clair, en français, enfin non pas en français oui, ça va être outil de gestion des candidatures. Bon, ATS, on a un acronyme qui est Applicant, non, le nom, pardon, c'est Applicant Tracking System. On oublie, mais quelquefois, vous devez entendre ATS. C'est quoi tout simplement? Eh bien, c'est des logiciels de recrutement qui permettent en fait de
d'optimiser, si vous voulez, toute la partie amont du recrutement. Qu'est-ce qu'ils font? Ces logiciels prennent en charge la création de l'offre de poste avec des mots-clés, avec des attentes, jusqu'à la diffusion. Et on regardera ensuite tout à l'heure, on l'avait vu, où candidater. Et ensuite, la gestion des candidatures en matchant les mots-clés dans l'offre de poste avec les mots-clés dans le CV ou dans la vidéo. Donc, vous voyez, on est là, ils font un travail de matching. Voilà ce que j'ai besoin et voilà en quoi cette offre est plus ou moins pertinente. Ah ben, j'ai besoin de ça, mais elle est là, trop haut ou pas assez, ou voilà. Ça, c'est un premier outil, un outil qui aide en fait à traiter plutôt une présélection. L'arrivée, vous en avez entendu parler, on en parle beaucoup, c'est un sujet d'actualité, l'intelligence artificielle. Évidemment, les RH ne sont pas en reste et on parle de l'intelligence artificielle dans les RH. Alors, à ce jour, ça existe déjà. Certaines entreprises l'utilisent. C'est encore, peut-être que je dirais, c'est peut-être encore pour surtout des candidatures un peu de masse. Néanmoins, ça arrive, il faut le savoir. Intelligence artificielle, IA, ça permet, par rapport à ces logiciels ATS, d'aller plus loin, de faire des analyses beaucoup plus poussées. Entre autres, on rentre, vous me direz, mais attends, eh bien oui, on rentre de l'humain, c'est-à-dire qu'au lieu d'analyser que des mots-clés, on va analyser l'intonation des voix des candidats, son débit de parole, ses mots, sa gestuelle. Vous voyez bien que je parle avec les mains. Ah, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Voilà, donc on garde en fait toujours ce point en amont du recrutement, donc avec la rédaction de l'offre, la gestion, la préqualification, mais on avance un peu plus. Il peut y avoir des chatbots de recrutement, c'est-à-dire un échange avec un petit robot. Ils disent, tu veux quoi exactement? Et tu bosses où? Ah ben par rapport à ça, il y aurait cette offre qui pourrait t'intéresser. Vous voyez que je suis en présélection. Ou alors, toujours sous cette fameuse influence du marketing, des entreprises ont carrément leur base de données de candidats, c'est-à-dire leur réseau, et en fait, elles essaient, s'il y a un bon candidat, ça n'a pas marché sur un poste, mais on garde sa candidature et on va quand même essayer de garder le contact avec ce candidat ponctuellement en envoyant quelques mails ou l'actualisation du CV. Assurez-vous, et j'ai essayé de vous le démontrer, le digital, c'est le moyen, ce n'est pas l'objectif. C'est un outil en amont. Alors, Brigitte, c'est quoi en fait quand même les préoccupations de base du recrutement? Alors oui, donc là, on va rentrer un petit peu dans la préparation, hein, comment vous allez pouvoir aller jusqu'à la rencontre avec ce recruteur. Donc, on va se positionner du côté du recruteur par rapport à ses attentes. Et ensuite, on se positionnera aussi au niveau de vos attentes à vous, hein. Alors, pourquoi et comment pouvez-vous réussir dans ce job? En quoi répondez-vous à mon besoin? Ça, c'est la question primordiale que va se poser le recruteur. Alors, vous le savez, lorsque vous allez à un entretien, généralement, vous vous dites: «Oh là là, comment ça va se passer? Est-ce que, c'est le recruteur qui est en position de force?» Alors moi, je tiens à rétablir vraiment un équilibre. Lorsque vous allez à un entretien, vos enjeux à vous sont effectivement de convaincre le recruteur que vous êtes la bonne personne pour ce job, mais le recruteur, lui, il a un enjeu majeur aussi, c'est qu'il ne peut pas, il ne veut pas se tromper sur son recrutement. Donc voici les questions qu'il va se poser pour essayer d'éviter vraiment l'écueil d'un mauvais recrutement. La première question, c'est: avez-vous bien toutes les compétences requises? En clair, est-ce que vous pourrez vous adapter aux missions que je vais vous confier? Ensuite, sommes-nous sur la même longueur d'onde? Et là, on va rentrer dans le vif du sujet avec: est-ce que vous saurez vous adapter aux valeurs de l'entreprise? Troisième question, avez-vous le comportement adéquat pour intégrer et collaborer avec le reste de l'équipe? Comment est-ce que vous fonctionnez lorsque vous êtes en équipe, tout simplement? Donc voilà, toutes ces questions, elles sont importantes pour le recruteur et donc, comme je vous le répète, il ne peut pas se tromper sur ces sujets-là. Et puis une autre question aussi qui est majeure, est-ce qu'il est facile de vous manager? Est-ce que vous aurez des relations fluides avec votre manager? Et bien sûr, en dernier, au niveau de vos motivations,
Est-ce que les missions du poste correspondent à vos motivations personnelles? Alors, vous avez remarqué que quelquefois, les recruteurs vous disent, «Non, mais vous êtes surdimensionné pour ce poste». Alors on entend régulièrement ça. Bon, c'est pas forcément agréable à entendre, mais quelquefois le recruteur n'a pas forcément senti, lorsque vous avez exprimé vos motivations, que vous allez avoir un intérêt par rapport aux missions qu'il va vous confier. Ça peut être ça. Bon, ça peut être aussi, soit on est entre nous, hein, ça peut être aussi, bah oui, ben non, j'ai d'autres candidatures et vous êtes surdimensionné, en fait, vous ne me convenez pas, mais j'ai pas envie de vous en parler. Bon, ça, c'est possible. Mais en tout cas, sachez que le recruteur va avoir à cœur vraiment de découvrir vos motivations par rapport au job qu'il vous propose. Donc, les enjeux sont aussi forts pour lui, il ne peut pas se tromper. Je me répète, mais c'est important. J'ai vu une question pendant que Brigitte présentait ça sur les soft skills. Oui, Eh je ben, l'ai. vous voyez qu'on y est. Sachez qu'aujourd'hui, et vous l'avez probablement entendu, vu, lu, on vous l'a probablement dit peut-être dans le cadre d'un entretien, ou alors pas dit expressément, mais les compétences techniques sont essentielles, évidemment, mais pas que, pas que. Il s'avère que le gros des échecs de recrutement ne sont pas liés à un problème de compétences techniques, mais sont liés à un problème de personnalité. Et je peux vous dire qu'un recrutement raté, ça coûte très cher à l'entreprise et que les raisons majeures de ces recrutements ratés, c'est une non-adéquation. Non-adéquation à l'entreprise, à la culture, à l'équipe, au manager. Donc, les soft skills, c'est essentiel. Et les recruteurs le savent. Alors, effectivement, à travers l'IA ou autre, on va se dire dans les soft skills quel type d'activité elle a, où ils vont chercher en fonction sur le CV ou la façon dont vous avez construit votre CV, d'essayer aussi de cerner votre personnalité. Et puis ensuite, ça se fera dans le cadre de l'entretien. Et donc, et je vais juste rajouter que, effectivement, lorsque vous arrivez en entretien, hein, bon, en l'occurrence, là, on parle des entretiens visio, c'est que le recruteur a vérifié vos compétences, savoir et savoir-faire. Donc, on est vraiment dans les soft skills. Dès lors que vous arrivez sur l'entretien, il va plutôt travailler, lui, à bien identifier vos soft skills. Et c'est ça qu'il va rechercher principalement. Le reste, il l'a déjà sur vos documents. Alors, les nouvelles attentes des candidates. Alors, aujourd'hui, ben, vous avez aussi des exigences, à savoir, j'ai envie de travailler dans une entreprise dont je partage les valeurs, la culture, l'organisation. Donc, vous allez porter une attention particulière à ces environnements-là, à ces faits-là. Donc, vous allez vous poser la question, quelle cause soutient cette entreprise? Existe-t-il en interne des actions allant dans le sens du développement durable ou d'une meilleure égalité entre les femmes et les hommes? Y prend-on des mesures en faveur de la non-discrimination? Enfin voilà, toutes ces questions-là, vous vous les posez et plus vous allez matcher avec les valeurs, la culture de l'entreprise, et plus ça va être facile pour vous d'intégrer cette entreprise. Donc, comme vous en prenez conscience, ben, vous vous dites aujourd'hui, autant aller vers des entreprises dont je partage ces valeurs et cette culture. Alors, comment vous faites? Ben, aujourd'hui, vous avez la possibilité de vous renseigner de plus en plus à travers ce qu'on a indiqué tout à l'heure, la marque employeur. Et la marque employeur, donc, elle est développée par une entreprise, je me répète, mais toujours sur ses valeurs, sur sa culture, sur ses missions. Alors, comment vous allez vous renseigner? Via les réseaux sociaux, via leurs publications régulières, via les sites de notation. Alors ça, vous pouvez les noter si vous ne les... Enfin, il y en a plusieurs, mais Glassdoor, Choose My Company, Our Company. Et puis aussi via les classements comme Great Place to Work ou alors, bien évidemment aussi, les classements comme Top Employeur. Et Top Employeur, je pense que c'est actuellement, d'ailleurs. Donc, vous allez avoir tout le loisir d'aller détecter les meilleurs Top Employeurs aujourd'hui. Vous nous disiez dans le questionnaire, le premier sondage, que vous aviez effectivement le sentiment aujourd'hui d'avoir une recherche plus digitalisée. Bah, entre autres, elle est là.
Vous utilisez, vous, les réseaux pour postuler, vous utilisez les réseaux pour vous faire une idée sur l'entreprise, pour aller regarder un peu quel type de salarié, quelle est sa réputation, et à travers ces outils. Donc, vous êtes effectivement déjà aujourd'hui dans une démarche de recherche d'emploi digitale. Alors, où nous en sommes dans ce webinaire? On a terminé. On passe au concret, mais on voulait quand même, sur une première demi-heure, faire ce chapeau et comprendre ce point de vue du recruteur. Maintenant, on commence sur quel est l'impact pour vous en termes de préparation, adaptation de vos outils à ces nouvelles règles du jeu. On va voir vos outils, les canaux, comment vous gérez vos liens, vos candidatures et vos nouvelles formes d'entretien. Alors donc, on va parler maintenant de vos outils numériques de candidature. Donc le premier incontournable, c'est toujours le CV. Aujourd'hui, on peut faire les statistiques, tourner les statistiques comme on veut, mais en tout cas, le CV vient toujours en premier. Ensuite, vous avez toujours la lettre de motivation et on va parler en troisième de votre personal branding, donc le marketing de vous-même cette fois-ci. Donc, on va parler du fond avec les fondamentaux concernant vos compétences, comment vous allez les mettre en avant, comment vous allez argumenter votre pitch et mettre en avant ses compétences et vos réalisations. Et ensuite, on parlera plus de la forme avec les spécificités du tout à distance, puisque c'est ce qu'on vit aujourd'hui et que on est tout obligé de s'adapter à cette situation et que ça marche plutôt bien. On va le voir. Alors, deuxième sondage. Alors, dans ce sondage, voici ma question. Êtes-vous familiarisé avec la notion de référencement et de mots-clés? Première question. Et deuxième question, est-ce que LinkedIn est un job board? Alors, les votes sont en cours. Oui. Presque terminé. J'attends quelques secondes et je vous les partage. Voilà. Super. Alors, nous ne sommes pas toujours d'accord. Néanmoins, on va aborder les réponses dans le cadre des quelques slides qui suivent. Donc, familiariser, ça c'est un très bon point. Êtes-vous familiarisé avec la notion de référencement et de mots-clés? C'est essentiel et c'est parfait. Et on va évoluer, on va avancer ça. Je reviendrai ensuite sur LinkedIn. Oui, je pense que ça sera bien comme ça. Alors, donc, quelques conseils. Alors, donc là, on va rentrer vraiment dans la partie outils. Alors, petit rappel, vous savez que chez Force Femmes, il y a pas mal d'ateliers qui sont dispensés tout au long de l'année. Et donc, ce sont des informations que vous allez pouvoir trouver dans chacun de nos ateliers. Mais cette fois-ci, en beaucoup plus condensé. Alors, quelques conseils pour le CV. Donc, le point de départ d'un CV, et je ne le dirai jamais assez, et je le répète régulièrement, c'est d'avoir un projet professionnel bien déterminé en lien avec un poste cible. Alors, ceci ne signifie pas que vous ne devez pas avoir, enfin, vous avez tout à fait le droit et la possibilité d'avoir plusieurs projets professionnels. Mais en tout cas, votre CV, en lien avec un poste cible, il doit porter un projet professionnel. À vous ensuite d'adapter votre CV pour d'autres projets professionnels. Donc, qu'est-ce que c'est le CV? C'est une présentation de soi-même à destination d'un tiers. Bon, ben ça, c'est clair. Je vous précise tout de suite et en amont que le CV, ce n'est pas qu'une fiche de poste.
vous allez devoir vous présenter aussi au travers de ce CV. Donc, son but, ça va être de séduire instantanément, le plus rapidement possible. Donc, soyez efficace. Faites en sorte déjà que sur la première moitié de page, on ait les informations qui vont intéresser votre recruteur. Autrement, votre CV va partir au panier. Je ne vous dis pas du tout que le reste n'est pas important, mais en tout cas, l'idée, c'est de séduire instantanément. Donc, faites en sorte que les informations que vous lui donnez en premier lieu soient importantes. Ensuite, vous allez devoir apporter la preuve de votre succès dans la réalisation de vos du succès dans vos réalisations tout au long de votre parcours. C'est ça qui va vraiment faire la différence avec la fiche de poste, c'est que donc vous allez apporter cette preuve-là. Alors comment vous allez pouvoir apporter cette preuve? En quantifiant votre expérience, en expliquant dans quel contexte vous avez eu ce succès dans vos réalisations. Alors, rappelez-vous bien que dans votre CV, on doit trouver une partie sur vos compétences, votre parcours professionnel, et on doit aussi, je sais que c'est beaucoup plus compliqué et plus difficile à faire apparaître sur un CV, votre personnalité. Ces trois domaines sont vraiment incontournables. Et on a coutume de dire que le CV, c'est un conte de fées, mais de fées F-A-I-T-S. Voilà, si ça pouvait être un conte de fées pour vous, F et E, ça nous ferait plaisir, mais bon. Alors ensuite, on a parlé des mots-clés tout à l'heure. On a parlé des mots-clés qui sont prédéterminés par votre recruteur, hein, par l'entreprise qui recrute, en fonction de ses besoins. Donc, je pense, pour vous rencontrer régulièrement, que vous êtes vraiment familiarisé avec ça et que vous avez vraiment à cœur d'y répondre de manière très pratique pour être sélectionné, pour que votre CV soit sélectionné. Donc, quelques conseils pour séduire les entre guillemets ATS, dont vous avez eu la définition par Véronique tout à l'heure. Donc, tout ça, ce sont des algorithmes en fait, hein. Donc, ils vont aller chercher ces mots-clés. Donc, dans les conseils que je peux vous donner, donnez un titre à votre CV parce qu'il va être en lien direct avec la recherche de l'entreprise. Utilisez bien des termes précis et techniques. Alors, attention, du secteur et non pas propre à une entreprise. Vous savez, lorsqu'on quitte une entreprise, on la quitte, mais on a eu l'habitude d'utiliser un espèce de jargon dans cette entreprise. Mais dites-vous que ce jargon-là, il n'est pas forcément transposable dans une autre entreprise. Donc, soyez attentifs vraiment à utiliser les termes techniques et précis. Soyez attentifs aussi à l'évolution de cette sémantique des métiers. Surtout, vous le voyez régulièrement, les intitulés de postes et de compétences évoluent régulièrement. Donc, tenez-vous au courant et faites bien une mise à jour par rapport à ça. Alors, bien évidemment, par rapport à ces mots-clés, alignez-vous du mieux possible aux compétences mentionnées dans l'offre d'emploi qui vous intéresse. Et puis, un dernier point, mais qui est un point de vigilance, puisque ça a été vérifié, hein, les pictogrammes et les barres graduées ne sont pas reconnus par les algorithmes. Donc, si vous avez des messages importants à faire passer, faites en sorte que ce ne soit pas sur ces pictogrammes ou ces barres graduées. Je sais que quelquefois, vous aimez les utiliser parce que c'est assez visuel, mais sachez en contrepartie que ces algorithmes ne vont pas les reconnaître. Alors, ça, c'était les conseils pour le CV. Donc, écoutez, tout naturellement, j'en viens à quelques conseils pour la lettre de motivation. Alors, l'importance de la lettre de motivation, c'est vraiment de créer un lien entre les informations que vous avez pu recueillir sur l'entreprise et bien expliquer aux recruteurs que vous avez bien compris leurs enjeux de recrutement. Et vous allez devoir aussi, sur cette lettre, prouver l'adéquation entre leurs besoins et votre profil. Et j'insiste de nouveau, toujours sur 2 points, qui sont vos compétences et vos traits de caractère. Alors, tu as quelque chose à rajouter, Véronique, sur le sujet? Oui. Non. Alors, donc je vais rentrer un petit peu, de manière un peu plus pratique, dans l'explication sur la lettre de motivation.
versus email de motivation aussi, hein. Donc aujourd'hui, il y a deux possibilités qui vont s'offrir à vous. Soit vous envoyez un mail et vous joignez votre lettre de motivation et votre CV. Donc, ce sont des pièces jointes. Donc, dans l'ordre de lecture, ce qui va être lu, c'est votre email d'introduction, tout simple, assez basique, présenter les pièces que, on est sur des généralités qui vous concernent bien évidemment, mais vous allez présenter vos documents, le CV et la lettre de motivation en pièces jointes. Souvent, le destinataire est un service RH. Sachez que dans la lecture qui va être faite, va commencer par le CV. Hein, dans les pièces jointes, votre interlocuteur va lire en tout premier le CV et en deuxième la lettre de motivation. Comme vous le savez, si le CV ne matche pas, peu de recruteurs ou quasiment pas ne vont lire la lettre de motivation. Hein. Le CV doit être la première présélection. Concernant la structure de cette lettre de motivation, la structure formelle, celle que nous utilisons et que nous trouvons la plus efficace, c'est toujours le vous, moi, nous. Alors, qu'est-ce que j'entends par vous, moi, nous? La première partie de votre lettre de motivation va être axée sur tout ce que vous avez pu détecter sur l'actualité de l'entreprise, sur leurs enjeux et, entre parenthèses et plus clairement, pourquoi ils recrutent. Donc, assez rapidement, mais de manière efficace, vous allez leur démontrer que vous avez compris leurs enjeux de recrutement. Ensuite, vous allez parler de vous, pourquoi vous présentez votre candidature par rapport à vos expériences passées et vos réalisations réussies. Voilà pourquoi vous présentez votre candidature. Et sur le nous, comment vous allez pouvoir mettre à profit de cette entreprise vos réalisations passées et pouvoir construire et évoluer avec eux. La formule de politesse sur une lettre de motivation est assez classique, avec je vous prie d'agréer, etc. Bon, donc là, on était dans le cas de deux pièces jointes, lettre de motivation et CV. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on va beaucoup plus souvent vers un email de motivation. Cet email de motivation va être dans le corps du message. Alors là, ça va être un exercice de style encore plus difficile, j'ai envie de dire. Donc, vos tournures vont devoir être encore plus élégantes et plus efficaces parce que la première chose qui va être lue, cette fois-ci, ça va être votre email de motivation. Et en second, votre CV. Donc, l'aspect séduction va passer d'abord par ce que vous aurez écrit dans votre email de motivation et donc va remplacer totalement votre lettre. Le destinataire va être spécifique si vous avez le nom d'une personne. En principe, vous adressez votre candidature à un interlocuteur précis. Bon, après, vous faites comme vous pouvez avec les éléments que vous avez. Ça peut être une candidature spontanée. Et donc, comme je vous l'ai dit, encore plus condensé. Donc, maximum 10 lignes, donc des phrases courtes qui mettent en avant vos arguments, vos expériences notables, les points forts, vos motivations. La formule de politesse à la fin peut être un bien cordialement, mais on n'est plus sur je vous prie d'agréer. C'est une formule de politesse liée complètement reconnue dans les emails. Hein. Voilà. Véronique? Alors, je vais aborder le point le troisième outil, qui est maintenant votre personal branding. J'ai vu juste, avant qu'on évolue et qu'on avance ensuite sur d'autres sujets, une question sur le CV et notamment le CV au niveau de la personnalité. Comment faire apparaître sur le CV, donc pendant que Brigitte présentait, ma personnalité? Et il semble que ça posait question, et même il semble que ça peut être difficile pour certains. Alors, il n'y a pas le choix. Dans un CV, on doit voir de la personnalité. Et en fait, on la voit. Rien qu'à travers votre présentation, elle peut être plus classique, plus originale, elle est peut-être un peu brouillon, elle est au carré. Rien que ça, on a déjà une première petite sentiment. Mais au-delà de ça, comment aller avancer plus en avant dans votre personnalité sur votre CV? Premier point, sur un CV, vous pouvez faire 3 lignes d'introduction, ce que j'appelle l'accroche. Et dans l'accroche, on peut citer une ou deux personnalités, qualités, si vous voulez, un ou deux éléments de votre personnalité. Ça, c'est un premier point. Donc, vous avez ce petit pavé accroche. On peut aussi voir
votre personnalité à travers vos activités. Souvent, on néglige un petit peu cette partie-là, hobbies, entre guillemets, mais entre celui qui fait du judo, du rugby, du foot, du tricot ou de la photographie ou je ne sais, on a des éléments de personnalité. Ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, si vous voulez, vous pouvez mettre les 3 principaux traits de personnalité dans votre CV. Comme vous avez mis compétences avec la connaissance de certains logiciels, vous pouvez mettre très marquant et 3 qualités. Après, ben, dans le cadre de l'entretien, on le développera. Mais en tout cas, ces points-là. Donc, vous avez vu, grosso modo, une accroche, vos hobbies, on va voir ce que vous faites un peu, et là, ça nous définit des éléments. Vous présentez quelques traits de personnalité, et on voit aussi à travers la présentation, on a déjà un peu une première idée de vous-même. Donc, voilà un peu quelques éléments. On continue donc sur cette notion de personal branding. Est-ce qu'on peut rebondir sur d'autres questions vraiment en lien avec ce qui vient d'être évoqué, le CV, la lettre de Oui, motivation, oui, oui, c'est bien. peut-être dans la continuité? Alors sur le CV en particulier, on a une question sur les données chiffrées pour illustrer des réalisations, mais si on n'a pas vraiment de données chiffrées, que faire? Alors, bon, alors, cette question, on l'a régulièrement en atelier, donc on peut assez facilement y répondre. Alors, des données chiffrées, on pense qu'on n'en a pas, mais quelquefois, on les a. Alors, quand on n'a pas les données chiffrées, je rappelle que j'ai précisé qu'on peut également parler d'un contexte. Alors, le contexte peut aider. Alors, par exemple, on a souvent cette question sur des postes d'assistante, hein, par exemple. Je vais essayer de donner des exemples. Après, Véronique, tu compléteras, hein, il n'y a pas de souci. Une assistante nous dit souvent, oui, mais moi, je n'ai pas de données chiffrées. Alors, je dis, OK, pas de données chiffrées, OK. Est-ce que vous travaillez dans un contexte franco-français ou international? Est-ce que, par exemple, vous organisez des événements pour vos patrons? Est-ce que vous avez un seul patron ou plusieurs? Est-ce que quand vous organisez des événements, il y a plutôt 50 personnes ou 300? Est-ce que ces événements sont internationaux ou franco-français? Donc, je répète. Voilà. Il y a toujours des éléments qu'on peut aller chercher pour arriver à expliquer. Alors, Véronique, je te laisse compléter parce que cette question, c'est vrai qu'on l'a régulièrement, mais que moi, je me dis qu'un contexte de travail peut aussi largement convaincre des recruteurs. Alors, effectivement, vous avez souvent en tête la notion chiffre de résultat. Ben non, moi, je n'ai pas de résultats chiffrés. Alors, les commerciaux, ben, n'hésitez pas à les mettre, hein, parce qu'il y a des commerciaux qui mettent très peu de résultats, alors que c'est quand même la base de leur métier. Et oui, ben, on en voit quand même. C'est bizarre, mais je vois beaucoup de CV où j'ai quand même pas de résultats par rapport à ses objectifs. C'est pourtant la base de son job, c'est pourtant la base de son salaire. Ensuite, facile. Vous allez me dire, ah oui, mais eux, c'est trop facile. Alors, vous êtes dans la com. Brigitte le disait, vous avez organisé un événement. Quel budget? Alors, je ne veux pas que vous donniez des éléments, si vous voulez, confidentiels. Mais bon, si l'événement est passé, s'il n'y a pas de confidentialité, on peut. Est-ce que j'ai géré un budget de 1000 ou de 10 000? Est-ce que c'était un événement pour 50 ou pour 500? Ça, ce sont des chiffres de contexte. Comme Brigitte parlait de contexte, ce n'est pas un résultat, c'est juste un contexte. Et nous, ça nous aide à comprendre le travail. Parce que si vous faites un événement pour 10, ce n'est pas le même job. Ça ne veut pas dire que c'est mieux pour 1000, ça veut dire juste que votre travail est différent. J'imagine que pour 10, vous allez rentrer beaucoup plus dans le détail, vous allez être peut-être beaucoup plus qualitatif, vous allez être beaucoup plus personnalisé. Et puis si vous êtes sur un événement de 1000, bah, c'est un job différent, c'est tout. C'est pas qu'il est ni mieux ni mal, mais nous, ça nous aide à comprendre. Donc, chiffres, ce n'est pas que des résultats, c'est aussi analyser ce fameux contexte dont parlait Brigitte. Idem, vous travaillez dans une société multisite, ce n'est pas si facile que ça quand même, avec 10 points de vente à récupérer ou autre. Eh bien, c'est quand même bien qu'on sache si c'est 10 ou 100 points de vente. Parce que le job est différent à nouveau. Donc, ces chiffres nous aident à bien percevoir votre job, tout simplement, de bien comprendre. Et c'est facile, hein.
Quand on me dit, bah, si moi je suis même à l'accueil, eh ben, en fait, j'ai 10 personnes par jour ou j'en ai 100 si je suis à l'appel. Voilà, ça nous aide un peu à bien percevoir dans quel contexte vous travaillez. Et donc, ce n'est pas qu'on est loin, loin de parler de résultats, si vous voulez. Alors, je reviens. Oui, tu voulais Alors dire? oui, il y a quelques questions. Je pense que c'est peut-être pas mal qu'on les prenne dans la continuité. Alors une question qui revient très souvent, j'imagine, dans les ateliers sur le CV, l'éternel CV d'une ou deux pages, Oui. avec une question précise de savoir si finalement il est possible de mettre de côté, de ne pas évoquer certaines expériences professionnelles lorsqu'on en a vraiment non, voilà, une grande diversité. Est-ce qu'il est possible d'en enlever complètement et ça rejoint cette question du CV en une ou deux pages. Alors, on ne va pas pouvoir faire un atelier CV complètement ici, mais alors, CV, une ou deux pages. Moi, je vais être claire avec vous, hein. Ce qui est important doit être au moins sur la première page. Le CV, si c'est pour avoir un CV en une page, tout ramassé, tout concentré, qu'on n'a pas envie de lire, passez en deux pages. Ça, c'est clair. Et puis aussi, j'ai une précision que j'apporte régulièrement en atelier. Attention, un recruteur en direct, généralement, préfère un CV en une page. Mais attention, les cabinets de recrutement, eux, sont assez friands de détails et donc, eux, ne vont pas être du tout perturbés par le fait d'avoir deux pages, hein. Mhm. Et pas du tout parce que eux, bah, ils ont des demandes d'entreprise et pour avoir un maximum d'informations vous concernant, bah, si vous leur mettez beaucoup d'informations, ils seront ravis, hein. Donc, j'ai envie de dire, distinguons le CV synthétique avec une cible directe recruteur et le CV détaillé qui peut vraiment intéresser les cabinets de recrutement. Après, est-ce qu'on peut faire disparaître des parties d'activité? J'ai envie de dire, rappelez-vous aussi que votre recruteur veut voir sur votre CV ce qui l'intéresse. Alors, sans faire disparaître, vous pouvez aussi minimiser, parce que ça ne sert à rien de faire disparaître des années de parcours, hein, ça va faire des trous, mais vous pouvez minimiser et en dire un peu moins sur ces parties qui ne vont pas trop l'intéresser et bien sûr, lui donner plus d'exemples et de réalisations probantes sur les parties qui sont vraiment en lien avec le job qu'il propose. Véronique, je te laisse. Oui, oui, oui. Je pense que vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix de toutes faire l'exercice d'un CV en une page. Ça ne veut pas dire que vous allez l'envoyer, mais il faut que vous ayez toutes fait cet exercice. Ça va vous permettre de travailler votre pitch. On en reparlera tout à l'heure. Ça va vous permettre de savoir à un moment être très synthétique. Donc, vous faites une page. Il n'y a pas le choix. Ça va vous forcer à choisir les meilleurs moments. Par contre, ensuite, bah, effectivement, comme le dit Brigitte, cabinet de recrutement, je mets deux pages parce que plus j'en vois, mieux c'est. Entreprise, je mets une page et je vais pouvoir quand même un peu parler de la suite parce qu'il y a quand même un temps qui tourne. On parlera de LinkedIn où on peut en mettre un peu plus. Donc, oui, on fait tous l'exercice une page. Ensuite, on a quand même un CV, une et deux pages, évidemment. Ensuite, supprimer des expériences, non. C'est quand même pas évident parce qu'on va se dire qu'est-ce qui s'est passé. C'est ça. Et par contre, ce que vous pouvez faire, c'est regrouper. Supposez qu'il y a eu une multitude d'expériences ou de missions. J'ai vu des CV de candidates, elles font que des missions. Donc, il y avait un CV sans fin, quoi. Il aurait pu faire 4 pages avec une liste de missions. Dans ce cas-là, elle peut les regrouper. Et elle va dire soit des missions marketing, soit des missions de secrétariat, soit des missions de machin. Et elle va me mettre quelques noms d'entreprises sans rentrer dans le détail de chaque mission, 6 mois, 4 mois, 8 mois, 1 an et demi. Dans ce cas-là, elle regroupe et c'est quand même assez cohérent. Et puis, si le recruteur ensuite veut en savoir un peu plus, elle a les éléments. Mais voilà, on n'a pas besoin d'avoir un tel détail, si vous voulez. Est-ce que ça vous va comme ça? Est-ce qu'on peut continuer? Je garde les questions pour la suite si on a le temps. Alors, je vous laisse. Voilà. Parce qu'après, j'ai peur qu'on soit un peu court. On fait comme ça, pas de problème. Je suis aussi timekeeper. Alors, votre marque personnelle, donc c'est le personal branding, c'est votre identité numérique. On a vu qu'aujourd'hui, on était passé de bases de données à des réseaux. Les réseaux, souvenez-vous, les recruteurs gèrent leur image de marque. Et bien vous faites la même chose.
Vous allez gérer, ça ne s'appelle pas une marque, on a dit marque employeur, ça ne s'appelle pas marque candidat, ça s'appelle personal branding. Sur le fond, et je réponds à votre question, souvenez-vous, c'est la même chose. L'entreprise, elle essaie de donner la meilleure image d'elle-même auprès de salariés potentiels. Vous essayez de donner la meilleure image de vous-même auprès de recruteurs potentiels. Le fond est le même. Par contre, effectivement, il faut avoir un projet, il faut choisir ses réseaux, il faut être cohérent dans les différents réseaux, évidemment. Quelle est votre visibilité à travers les réseaux? Je vais passer rapidement. On a vu LinkedIn, Twitter, Facebook. Vous n'êtes pas obligé d'être présent sur tout. Il suffit en tout cas d'être bien au moins sur un. Ça, vraiment, on peut choisir de ne pas être partout. C'est une évidence. Choisissez-en un. Si vous devez en choisir un, ça dépend aussi peut-être un peu des métiers des uns et des autres. Si vous êtes en fait thérapeute et que vous voulez vous lancer en tant que coach auprès des parents qui ont des enfants, je ne sais comment, eh ben on se dit que peut-être Facebook, c'est mieux dans ce cas-là que LinkedIn. C'est vous qui allez choisir en fonction de votre projet. Il ne faut pas être présent de partout un petit peu et mal. Non, on a un projet, on connaît sa cible. Moi, je suis thérapeute, coach auprès des enfants qui ont je ne sais quelle maladie, de la dyslexie ou je ne sais quoi. Eh ben, effectivement, peut-être que je vais aller sur Facebook. À vous de choisir. Le point à voir, c'est ça. 50% des employeurs sont peu enclins à contacter quelqu'un qui n'est pas du tout présent sur les réseaux. Pourquoi? On se dit, c'est quand même bizarre. Qu'est-ce qui cache? Pourquoi aujourd'hui on n'est pas présent sur les réseaux? Voilà un peu. Votre profil, c'est-à-dire votre marque employeur, marque candidat, donc personal branding, c'est 100% au service de votre stratégie de recherche d'emploi. Ça, c'est vraiment, c'est comme si c'était un CV bis. Dites-vous bien que quand vous construisez votre réseau, quel que soit sur quel réseau, votre profil, pardon, quel que soit le réseau, il doit être au service de cette recherche. Donc, dans votre tête, vous dites à qui je m'adresse? Je m'adresse aux recruteurs. Je ne m'adresse pas à la France entière. Je ne m'adresse pas à mes collègues. Je ne m'adresse pas aux responsables de Force Femmes. Je m'adresse à mon futur employeur. Ce qui veut dire que le ton du discours est différent. Vous intégrez les réseaux, c'est, vous l'avez vu, une démarche complémentaire parce qu'on va pouvoir travailler ce fameux personal branding. Donc, en fait, j'ai la réponse. LinkedIn, ce n'est pas un job board. Et on va le voir, c'est beaucoup plus. C'est une démarche réseau. C'est un personal branding. Ce n'est pas un CV. C'est ça qui est différent. Alors, sur LinkedIn, entre autres, adoptez votre démarche de personal branding. On a des rubriques spécifiques qui nous permettent de le faire. C'est pas mal. C'est prévu pour. Alors, on parle de réseau, donc je vais passer relativement vite parce qu'il y a quand même des éléments, mais ça fait partie de la digitalisation du recrutement, cette identité numérique que vous allez avoir. Parce que je vais taper votre nom dans Google et non pas dans LinkedIn, dans Google, et je vais voir qu'est-ce qui apparaît. Des infos relatives à votre identité, peut-être à votre famille, à vos réalisations, à vos loisirs, évidemment, peut-être même à vos intérêts politiques. Si vous avez signé des pétitions qui sont archi-relayées, eh ben, peut-être que dans la première page, je vais voir que vous avez signé ce type de pétition. Donc, on se fait une première image. Vous voyez, je ne vous connais pas, je tape dans la barre Google. Donc, de temps en temps, faites cet exercice. Moi, je dis, Googleisez-vous. Vous vous mettez dans la barre de Google et vous regardez ce qui apparaît tant dans les sites que dans les images. Et puis, si vous avez un bon profil sur des réseaux sociaux, eh ben ça va être ce premier profil qui va voir. Et l'avantage sur ce profil, sur les réseaux, c'est que c'est nous qui le façonnons. Là, quelquefois, il va y avoir des choses qu'on ne voudrait pas qu'on voit. Tandis que sur LinkedIn ou sur quel autre réseau, tout ce qu'on met, c'est que je veux qu'on le voit. Donc, c'est mon image de marque que je mets en avant. Je passe évidemment là-dessus, puisque pour être repéré sur ces réseaux, il faut avoir les bons mots-clés. Si moi, je suis recruteur, je faisais ce qu'on appelle des requêtes. Je me dis, un client vient me voir, il ne me dit pas je cherche une personne, il me dit je cherche des compétences.
Je cherche un savoir-être, un savoir-faire de gestion de force de vente externalisée. Je veux que ça soit un directeur commercial, mais qui ait quand même eu auparavant une expérience marketing. Parce que je ne veux pas un commercial dur et dur. Je veux un profil commercial marketing. Je veux un profil qui a traité déjà une force de vente externalisée. Je veux un profil déjà qui. Et comme ça, il va me donner une liste d'attentes. Et moi, ben, je vais faire une requête tout simplement. Et en fonction de cette requête, à la fin, je vais avoir un nombre de profils à analyser. Comment vous allez optimiser votre profil? Eh bien, en fait, vous connaissez le principe, les mots-clés, mais quelquefois, ce n'est pas évident. Alors, j'essaie de dire, mettez-vous, faites ce qu'on appelle le renversement de point de vue, comme si moi, je lance un site de vacances pas chères, je me dis, le consommateur, comment il raisonne? Celui qui veut des vacances pas chères, est-ce qu'il tape vacances pas chères? Est-ce qu'il tape vacances soleil? Est-ce qu'il tape… J'essaie de réfléchir comment lui, pour qu'il me trouve. Ben vous essayez, je dis bien essayer, mais en fait, ce n'est pas si difficile parce que lui, le recruteur, il nous a dit ce qu'il voulait à travers, par exemple, des offres d'emploi. Vous allez chercher 2-3 offres d'emploi qui vous font rêver, qui sont pile dans votre cœur de métier. Vous regardez comment c'est exprimé. Vous regardez, vous essayez de faire une synthèse. Alors, ce n'est pas toujours… mais voilà, en disant quels sont les mots importants, comment ils les utilisent. Et bien là, veillez à ce que ces mots-là soient dans votre profil. Donc, s'inspirer des offres d'emploi, ça c'est l'idéal. Regardez sur Pôle emploi, regardez sur l'APEC également quelques éléments et essayons de se mettre à la place du recruteur, sachant que quand même, à travers ces offres, on a des informations. Alors, on ne va pas refaire son profil à chaque offre. C'est autant 100% d'accord avec Brigitte, un CV, c'est une offre de poste. Ce n'est pas un CV général et juste une lettre de motivation personnalisée. C'est un CV et une lettre de motivation personnalisée sur un poste. Au niveau de LinkedIn, c'est un petit peu plus difficile, sinon vous seriez en… c'est pour ça que vous allez faire la synthèse de 2-3 offres, par exemple, pour mettre les bons mots-clés. Je vous parlais de personal branding et je vous disais qu'entre autres, sur LinkedIn, il y a 2 espaces qui sont vraiment dédiés à cette première image. Et il faut que vous sachiez, chaque fois on a essayé de le faire aussi, c'est comprendre l'employeur. Alors l'employeur, il est attiré par une promesse qui correspond à son besoin. Son besoin, il l'a exprimé carrément dans son offre de poste. Et peut-être qu'il n'a pas actuellement une offre. Mais il faut que par rapport à ça, quand vous vous présentiez, vous vous présentiez en apporteur de solutions. Alors, suivant votre cible, si c'est une grosse boîte, apporteur de solutions dans un contexte de grosse boîte ou apporteur de solutions dans une petite boîte où il faut travailler la polyvalence. Votre objectif, c'est susciter l'intérêt. Souvenez-vous, qui regarde votre profil précisément? Votre futur employeur. Le point, c'est qu'il faut se valoriser. Et ça, c'est bien, parce que quand je tape Google et que je vais regarder sur LinkedIn, je vais avoir la plus belle face de votre profil. Transmettre votre professionnalisme, sortir du lot en mettant des faits précis. Mais là, Brigitte nous disait la même chose sur le CV. Sauf que sur LinkedIn, on a un peu plus de place. On n'est pas dans le contexte une page, 2 pages. Alors, on ne va pas tout étendre comme ça au maximum. Vous imaginez, voyez un peu l'accordéon. Vous voyez cet accordéon? Eh ben, en fait, suivant vos expériences, vous allez en tirer plus une en mettant plein de mots, développant, donnant des résultats, des chiffres. Et puis une autre, il y aura quasiment 2 lignes, peut-être rien, que le titre du poste. Donc, c'est vous qui décidez. Alors, vous voyez, cette partie-là, on appelait ça avant résumé, c'est info et c'est équivalent à un pitch. Il y a 2e partie où en fait, vous gérez également votre image, votre personal branding. C'est la partie qui s'appelle un chapitre Notre sélection. Et là, en fait, elle est très, très peu présente. Aujourd'hui, vous avez quand même, il y a pas mal de résumés. Non, il y en a peu. Il y en a peu. En tout cas, aux candidats de Force Femmes, on leur dit vraiment, donc je dirais que parmi Force Femmes, il y a quand même un peu plus de résumés. Mais alors, notre sélection, il n'y en a pas beaucoup. Alors que c'est une place qui est disponible et que, on voit immédiatement quand on va ouvrir votre profil. Là, vous allez devoir mettre en évidence vos centres d'intérêt.
vos savoirs, votre cœur de métier. Ça peut être un article, ce n'est pas forcément vous, le vôtre, ça peut être un article qui résume bien ce que vous appréciez dans une société et qui est intéressant. Ça peut être un diplôme que vous avez eu, ça peut être un interview que vous avez fait, ça peut être si vous avez un blog, mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Allons chercher un article qui nous intéresse et qui représente bien notre philosophie pour faire ce type de travail et vous le mettez dans notre sélection. Moi, je suis un exemple, hein, voilà, j'ai mis, par exemple, une vidéo sur YouTube que j'avais fait puisque j'ai participé à la création du site Vers l'emploi pour Force Femmes. Et donc, j'ai mis, j'en ai plusieurs comme ça, Vers l'emploi, module se préparer à un entretien. Donc, vous voyez, donc là, je suis à fond, on voit bien quel est mon métier à travers ça. Il y a de la cohérence. Donc là, il faut que vous utilisiez ces deux parties pour développer votre personal branding. Alors, il est quelle heure? Il est Oui, il faut qu'on se 10 dépêche. heures, on est bon. Alors, où nous en sommes? Nous avons travaillé sur vos outils. Maintenant, on a deux parties à voir. C'est les canaux digitaux pour postuler et comment gérer digitalement vos candidatures. Et ensuite, on travaillera sur la forme d'entretien. Et on est bon dans les temps, ne craignez rien. Alors, les canaux pour postuler. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'aime bien cette image parce que j'ai l'impression que, pouf, elle est devant un nuage énorme, sans fin. Mais où je vais? Je ne vais pas pouvoir candidater là-dessus. Non, vous inquiétez pas, on va sélectionner. L'important, c'est comprendre le mécanisme. Parce que là, cette pauvre dame, elle était quand même assez inondée sur la possibilité de dire, mais je mets où mon CV? Alors, on va essayer un peu de créer des catégories. C'est comme la dame avec son CV avec 1000 expériences de mission. Ben, on a dit, je lui ai dit, ben, vous allez catégoriser toutes vos missions. Ben là, c'est pareil, hein, on va catégoriser ce choix infini. Là, je vous donne un document qui a été pris sur l'APEC, une étude toute récente, donc de 2020. Les sources utilisées, alors là, c'est pour les candidatures de cadres. Alors, il y a, quand vous voyez ces barres, ce n'est pas l'année -1, -2, -3. En violet, ce sont les grandes entreprises. En orange, ce sont les PME et de 50 à 250. Et en gris, ce sont les petites PME de 10 à 50 salariés. Et c'est les 4 canaux les plus utilisés pour le recrutement. Alors là, je suis recrutement de cadre, hein. Vous voyez que le premier, évidemment, c'est l'offre d'emploi. L'offre d'emploi qui est présente sur les réseaux sociaux, puisque c'est un canal. Je vais vous le montrer, mais bon, elle est quand même présente sur les réseaux sociaux. Dans les grandes entreprises, c'est 96% des offres où on dépose une offre de poste. Dans les moyennes, 85, et dans les plus petites, un petit peu moins. Le travail du réseau, ben là, grosso modo, il n'y a pas trop de différence entre les tailles d'entreprise. De 77 à 80, c'est assez cohérent. Candidature spontanée, je me permets, je ne suis pas dans la digitalisation, mais je me permets de faire juste une petite aparté, c'est quand même pas négligeable. Vous voyez, souvent, on se dit, mais c'est infini, les candidatures spontanées. Non, si vous ciblez bien, vous avez des compétences, et ben, on peut faire des candidatures spontanées, parce que même dans les grandes entreprises, c'est quand même pas négligeable. Et ensuite, les réseaux sociaux. Alors, c'est ça, ce fameux, ce nuage, la sans fin de cette dame. Alors, en fait, il faut savoir, à travers la digitalisation, qu'il y a une offre de poste qui est mise, quel que soit le site, et qu'ensuite, en fait, à travers ces outils, elle va être multidiffusée. C'est-à-dire que cette offre-là, vous allez pouvoir la trouver dans plein de canaux différents. Voilà, c'est un outil, en fait, de multidiffusion d'offres de poste. En fait, c'est important, ce qui veut dire que l'entreprise, elle se dit, tout le monde la verra. Celui qui est sur LinkedIn, il peut la voir, mais celui qui n'y est pas et qui est sur Météo Job, il peut la voir. Et puis celui-là, ça va développer la visibilité, c'est intéressant pour l'entreprise, ça développe la visibilité de son offre. Alors, quel type
quel type de site vous allez voir, sachant que vous avez vu, hein, on va les retrouver l'une ou l'autre. Alors, soit vous avez des types de postes, des job boards, voilà, généralistes, comme Pôle emploi. Alors là, je vais un petit peu couper parce que du coup, j'ai toutes mes images qui me cachent. Voilà. Donc, les job boards généralistes. Donc, c'est, entre autres, cadre emploi, Pôle emploi, bien évidemment, Region Job, Monsters. Donc là, il y a des offres et on met directement en relation le recruteur avec la demande d'emploi, avec le demandeur d'emploi. Il y a des agrégateurs, c'est-à-dire eux, ils vont carrément sur le net, c'est des moteurs de recherche, et ils vont chercher toutes les offres de poste et ils les ramènent dans leur site, comme Indeed par exemple, comme Quel Job, comme Option Carrière. Ensuite, vous avez des job boards spécialisés. Il faut qu'on se dise, si moi je suis franchement dans un cœur de métier, essayons d'aller voir les sites spécialisés par rapport à votre cœur de métier. J'ai mis la tech ou start-up, mais il y en a d'autres après suivant les cœurs de métier. Après, vous avez les réseaux sociaux, ce qu'on a vu. Donc, le premier, c'est LinkedIn. Comme disait Brigitte, on l'a vu, c'est aussi Twitter, mais aussi c'est Job sur Facebook. À voir, à nouveau, comme je vous disais, en fonction des métiers des uns et des autres, en fonction de la cible des unes et des autres. Et puis, vous avez des sites de matching. Vous voyez, j'essaie de regrouper. Alors, les sites de matching, ce sont comme des applications de rencontres. On essaie de matcher les profils. Vous mettez un CV et lui va vous dire, en fonction de ce CV, des compétences que j'ai vues derrière, des mots-clés, vous pourriez postuler à cette offre-là. Vous voyez, vous êtes pertinent à 80%, votre profil est pertinent à 80% pour postuler là-dessus. Là, votre profil est pertinent à 20%, donc on oublie. Après, vous avez des sites d'annonces comme Le Bon Coin. Il ne faut pas l'oublier, ça dépend des métiers. Mais il y a aussi un Le Bon Coin cadre. Donc, il faut quand même aller le voir. Et puis, dernièrement, qu'est-ce que je peux faire? C'est des sites carrières de l'entreprise où je postule via une candidature spontanée, puisqu'on avait vu que cette candidature spontanée est importante. Souvenez-vous, dans comment je fais pour attirer des employeurs, il y a quelqu'un qui a mis dans mon site une candidature. Aujourd'hui, je n'ai pas d'offre, mais elle me semble intéressante, je la mets au chaud. Et puis le jour où pile j'ai cette offre par rapport à ça, le premier truc, c'est que je vais aller regarder dans mon site carrière. Avant d'aller chercher dans la France entière, je vais quand même regarder ce que j'ai à la maison. Dernière slide là-dessus, c'est le top 10 des sites emploi, donc c'est une source médiamétrie. Alors là, c'est tout métier confondu, hein. Je ne suis pas cadre, tout à l'heure je vous ai donné des chiffres de la PEC. Et en fait, le premier, c'est Pôle emploi. Le deuxième, Indeed, souvenez-vous, c'est un agrégateur, il est allé chercher des offres. Ensuite, Region Job, on est plutôt sur un site généraliste. Après, Jury Travail, j'étais assez surprise, c'est un site spécialisé. Le Bon Coin, vous avez vu que Le Bon Coin, ce n'est pas négligeable. Alors certes, mais il y a pour tous les métiers, il faut que vous regardiez. Cadre emploi, météo job, step job, CDI, l'APEC. Voilà, c'est juste une petite info qui vous donne le classement. Alors, Brigitte, maintenant, je te passe la parole pour aborder la gestion de cette recherche d'emploi. Est-il possible de poser juste une petite question? Il y en a eu quand même quelques-unes sur toute cette partie. On demandait est-ce qu'il est pertinent, au vu de tous ces boards finalement, de répondre sur plusieurs sites à une même offre. Est-ce que ça donne plus de chances de peut-être décrocher un entretien, par exemple? Alors, répondre sur plusieurs sites à une même offre. Alors, je ne vais pas répondre oui, non, parce que dans l'absolu, il faudrait carrément là demander à un vrai RH en entreprise, mais je pense que ça apporte pas. En fait, ils vont analyser la pertinence de votre CV par rapport à l'offre. Vous avez vu quand je disais dans les matchings, comme Météo Job, on vous dit votre candidature, elle est pertinente à 80% ou à 70% ou à 50%. Ce n'est pas parce qu'elle est arrivée 20 fois
qu'elle change sa pertinence. D'accord. Alors, Véronique, moi j'apporterais juste une précision, c'est que bon, quand il y a plusieurs canaux comme ça de recrutement et d'affichage de ces offres, moi personnellement, je m'attacherais au fait que déjà dans l'entreprise, enfin que sur le site, s'il y a moyen de récupérer, enfin de candidater sur le site, bah, que vous répondiez déjà à minima sur le site. S'il y a un cabinet de recrutement, que le cabinet de recrutement ait l'offre. Après, tous les job boards qui gravitent autour, peu importe. Mais au moins privilégier le site de recrutement parce que quelquefois, vous allez les trouver ces offres sur des job boards ou sur LinkedIn. Mais si ces offres sont vraiment physiquement sur les sites d'entreprise, je pense qu'il y a un intérêt. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui, oui. La priorité, elle serait sur le site carrière de l'entreprise parce qu'on vous dit, on lance tout ça comme ça, mais quand même, on regarde sur son site aussi ce qu'on Voilà. a en interne. Ouais. Le site et des cabinets de recrutement s'ils sont dessus également. Tu as d'autres Merci. questions? Alors, alors, à toi, je te laisse la parole, Brigitte, Ok. sur la gestion. Alors, donc, maintenant, on va vous parler de comment on va suivre et gérer sa recherche d'emploi, hein, tout simplement. Donc, eh bien, honnêtement, je ne le savais pas. C'est Véronique qui me l'a appris. Mais il y a des outils de suivi de candidature sur des applications ou sur des sites. Donc, il existe donc Memo, Box My Job. Et sachez surtout que toutes ces informations-là, vous pouvez les trouver sur le site de Pôle emploi, donc sur l'Emploi Store de Pôle emploi, tous vos services de l'emploi. Et c'est quand même assez riche d'enseignements. Donc, sur Memo, vous allez pouvoir simplifier le suivi de vos démarches. Sur Box My Job, vous allez pouvoir sauvegarder vos offres à partir de n'importe quel site et suivre l'avancée de vos candidatures, hein, tout simplement. Bon, c'est soit vous suivez avec votre fichier Excel et vous écrivez dedans, soit vous vous mettez sur un site. Et en tout cas, bah, il vous prépare le travail puisque vous avez la possibilité de rentrer vos données sur ces sites-là et d'avoir des candidatures, un suivi de candidature que vous pourrez afficher justement lorsque vous aurez à rendre compte de ce que vous avez fait sur le temps qui vient de s'écouler. Donc, c'est quand même assez intéressant. Donc, à savoir, est-ce que vous avez des relances à effectuer? Est-ce que vous avez eu des entretiens programmés? En tout cas, ça vous apportera des éléments de réponse factuels si vous avez à rendre compte de vos candidatures. Parfait. Donc là, c'est des outils, outils digitaux. Comme les entreprises, ils vont vous aider à gérer votre démarche. Alors, où en sommes-nous? Nous arrivons dans la dernière partie. Donc là, nous allons aborder toute la notion de nouveaux entretiens. Les entretiens, quelle forme, comment s'adapter, comment réussir. Parce que là, c'était la préparation et maintenant, à travers l'entretien, c'est la réussite et c'est le job. Oui, Avant, c'était comment avoir le rendez-vous. Maintenant, on est comment obtenir le travail. c'est ça. Alors, donc, on va parler maintenant effectivement de la préparation de ces entretiens à distance. Et l'idée, c'est de gagner vraiment en aisance et en impact. Alors, vous allez voir qu'il va y avoir deux types d'entretiens vidéo. L'entretien vidéo différé, qui va plutôt correspondre à un entretien de présélection, et l'entretien visio, qui va correspondre à votre entretien de recrutement classique. Voilà. Alors, premier sondage pour aborder ce chapitre. Donc, selon vous, combien de temps faut-il à un recruteur pour juger de la pertinence de votre profil par rapport au poste proposé? Donc, combien de temps faut-il à un recruteur pour apprécier la pertinence de votre profil par rapport au poste proposé? 5 minutes, 15 minutes ou 20 minutes? Quelle est l'importance de la communication non verbale dans un entretien en visio? 50%, 75%, 90%. Voici nos propositions. On va pouvoir répondre. Le vote est ouvert et en cours. D'accord. Ça va vite. Alors, cette communication non verbale, hein. Nous, on travaille beaucoup sur le verbal, mais vous allez voir que cette communication non verbale a son importance.
surtout et encore plus encore dans un entretien visio. Oui. Alors, Mmh. grande majorité Bravo! 5 minutes au recruteur pour juger Ouais. de la pertinence du profil. Bon, ça s'appelle être réaliste, hein, effectivement. 5 minutes, donc vous réalisez, ouais, 5 minutes, vous êtes 90%, donc on va regarder, mais bon, je m'avance un peu, vous avez raison. Ensuite, quelle importance de la communication non verbale dans l'entretien de visio? Et bien là, je vois que même vous, c'est très, très partagé. Oui. Entre vous, on a quand même sensiblement autour de 30-33 en moyenne. Vous êtes, il y a 3 parties, quoi. Alors que là, C'est parti. Mais Véronique, du coup, je me pose la question, si on avait mis 20%, est-ce qu'on aurait eu des personnes sur 20%? ah, ça, je ne peux pas dire. Ah oui. Non, mais bon, donc on voit que c'est quand même assez partagé. Alors, on va répondre à ces questions à nouveau, comme d'habitude, à travers les slides qui suivent. Et donc, je te laisse parler des outils de présélection, Brigitte. Alors, donc, les outils de présélection. Dans un premier temps, que va faire le recruteur? Le recruteur, il va faire un premier tri des CV qu'il va recevoir. Hein, ça, c'est incontournable. Il va faire ce premier tri, donc il va évaluer les compétences et les réalisations, les mettre face à sa recherche, à son besoin, et il va faire un premier tri. Ensuite, ce qu'il va faire, il va rédiger des questions. Donc, en fait, ce qu'il va faire, c'est préparer des entretiens différés ou entretiens vidéo automatisés. J'étais un petit peu vite, excusez-moi. Donc là, on est vraiment dans la phase de présélection. Il y a deux possibilités pour aborder cette phase. Ça va être soit l'entretien différé avec un questionnaire prédéterminé, euh, et soit un entretien vidéo automatisé en lien vraiment avec les questions du recruteur, soit une présentation de vous-même par rapport à ce que le recruteur vous aura demandé. Je vais être un peu plus claire, je vais essayer en tout cas. Donc, ce que va faire le recruteur, c'est qu'il va rédiger des questions et vous envoyer une invitation de manière automatisée pour chaque nouvelle candidature sélectionnée. Une fois qu'il aura fait cette rédaction de questions, vous allez pouvoir recevoir un lien, vous connecter et vous allez avoir la possibilité de vous entraîner et d'enregistrer la vidéo dans un délai imparti. Donc, vous allez vous trouver face à un questionnaire. Vous aurez les questions qui vont s'afficher, un temps de réflexion et un temps pour répondre à ces questions. Ensuite, une fois que ce travail va être terminé, donc votre candidature, votre entretien visio va être envoyé de nouveau au recruteur. Le recruteur va pouvoir récupérer ces données, visionner votre présentation et partager ces vidéos avec ses managers. L'objectif de cet entretien vidéo va être de dynamiser votre discours, de montrer au recruteur votre motivation et votre enthousiasme. Alors tout à l'heure, on avait des questions sur les soft skills et on se demandait où elles pouvaient aller et où elles pouvaient être ressenties. En tout cas, elles vont pouvoir l'être sur des entretiens de ce type, c'est-à-dire qu'on va analyser la manière dont vous allez répondre aux questions, si vous êtes enthousiaste, si vous regardez bien votre interlocuteur, comment vous vous positionnez, la gestuelle, est-ce que vous remuez beaucoup, est-ce que vous êtes bien installé à votre position de travail, etc. Et tout ça va se voir. Et rappelez-vous que votre enthousiasme et votre motivation, ça va passer au travers de votre gestuelle et aussi bien du verbal que du non-verbal. Et on verra à quel pourcentage. Ouais. En fait, vous voyez que quand on parle souvent de digitalisation, on a l'impression de déshumanisation. C'est vrai, c'est quelquefois on se dit oui, mais alors maintenant mon recruteur, ça va être un chatbot, c'est quand même déshumanisé. En fait, non, c'est un outil de présélection. Et alors, imaginez-vous, est-ce que vous préférez être présélectionné sur un CV, c'est-à-dire, mine de rien, un petit bout de papier qu'on vous demande en plus hyper petit,
en une page. Donc là, vous dites, ça vous semble à peu près normal, alors que c'est complètement injuste de se faire sélectionner sur un petit bout de papier à travers des mots-clés, alors que là, vous avez la possibilité, à travers ce nouvel outil, d'en donner plus. Quelquefois, on va retenir des candidats dans ce type d'entretien qu'on n'aurait pas retenu sur le CV. Parce qu'il en fait, il capte l'attention, l'intérêt des gens, on sent qu'il est dynamique ou autre, et on dit, ah ben tiens, ce candidat, il est intéressant. Sur CV, peut-être, il ne serait pas passé. Ou inversement, quelquefois, un va passer sur CV, avec un super CV, mais en termes de personnalité, on se dit, non, là, ça ne va pas le faire avec l'équipe. Donc, alors effectivement, Véronique, hein, ils peuvent envoyer directement l'entretien visio, donc la possibilité de se connecter. Ils peuvent également aussi de temps en temps faire une sélection sur CV en amont. Oui, ça peut être… Il peut y avoir les deux. Hein. Je vois ça l'un parce qu'il y a une question. ou l'un ou l'autre. Exactement. En tout cas, ils ont tous les outils à portée de main. Donc, il y a soit cet entretien de présélection qui est un peu guidé par des questions auxquelles vous allez répondre, soit on va vous demander une vidéo de présentation. Et sur cette vidéo de présentation, ce qu'on va vous demander, c'est votre pitch, hein, tout simplement. Et donc là, la petite phrase qu'on aime bien toutes, c'est on n'a pas de deuxième chance de faire une première bonne impression. Et encore plus quand on est en vidéo. Mais rappelez-vous, et vraiment Véronique l'a bien précisé tout à l'heure, la chance que vous avez, c'est que vous allez avoir tout ce temps de préparation avant de lancer votre vidéo. Hein. Donc c'est ce qui change avec le direct. Alors, voici un premier élément de réponse. 37% des recruteurs savent dès les 5 premières minutes d'entretien si un candidat correspond au poste à pourvoir. Un chiffre qui atteint les 71% au bout de 15 minutes. Vous avez donc là votre réponse à la question. Donc, en fait, en synthèse, ça va vite. On n'a pas 40% ou un quart d'heure. On se dit que même si l'entretien dure 1 heure, les choses seront faites, elles seront déjà décidées. Alors, je vais essayer d'aller un peu rapidement parce que je vois que le temps passe. Hein. Alors, comment faire un pitch ciblé et efficace? Alors, la première chose, c'est avoir un projet clair. Je vous le rappelle, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs projets, mais en tout cas, lorsque vous ciblez une entreprise, vous avez en tête un projet et vous ciblez une entreprise. Donc, la question que vous allez vous poser, c'est quel poste est-ce que vous recherchez et quelle est votre cible? Ensuite, c'est connaître son offre de service. Quels sont vos atouts, vos forces? Quels éléments voulez-vous mettre en avant? Et puis, bien sûr, et toujours, prouvez ce que vous avancez. Quelles sont les expériences dont vous êtes fiers, dans lesquelles vous avez pris le plus de plaisir? Et l'idée, c'est quand même de bien connaître son identité professionnelle, et c'est ce qu'on appelle son personal branding. Voilà, donc là, c'est un peu une structure d'un pitch. C'est ça. Et le pitch vous permettra de faire votre vidéo, tout simplement. Vous l'écrivez et puis après, vous allez vous entraîner. Quels sont les avantages, en fait, des uns et des autres? Véronique. Pardon? Excusez-moi. Non, mais de toute façon, il n'y a pas de souci. Alors, quels sont les avantages des uns et des autres? Donc, côté recruteur, l'idée, c'est que ça va être de découvrir votre personnalité. Je reviens encore sur le fait que tout à l'heure, on a eu des questions sur les soft skills. Et donc là, votre personnalité, elle va ressortir. D'apprécier votre posture et votre gestuelle lorsque vous êtes en entretien. Eh ben justement, donc c'est ce qu'on disait, donc c'est le moment où on va évaluer vos soft skills. Hein. Pour rappel, le CV, on a dessus la partie savoir et savoir-faire aussi, hein, déjà. L'idée aussi pour cette entreprise, c'est d'arriver à homogénéiser son processus de recrutement, hein, puisque tous les candidats vont être traités de la même manière. Et l'avantage pour cette entreprise, c'est qu'elle va pouvoir améliorer sa marque employeur, puisqu'elle pourra dire aussi, voilà, nous avons traité les candidatures de la même manière pour chaque postulant. Concernant les candidats, c'est ce que vous allez pouvoir faire ressortir, c'est votre opportunité de pouvoir démontrer votre motivation. C'est une évidence, hein, parce que
par votre manière d'utiliser certains termes plutôt que d'autres, votre gestuelle, votre sourire, etc. Ensuite, vous allez, de manière très pratico-pratique, économiser du temps de transport. Vous allez pouvoir également enregistrer votre vidéo à votre convenance au moment qui sera le meilleur pour vous. Vous allez pouvoir préparer vos réponses à l'avance et par rapport à ça, forcément réduire le stress de l'entretien. Une bonne préparation réduit forcément le stress de l'entretien. Voilà. Alors, effectivement, le point sur lequel je veux insister, c'est que ici, on a beau dire économiser le temps de transport, soyons clairs, vous allez devoir vous entraîner à ce type d'entretien et ça va vous prendre du temps. Donc ça, mais au final, après, une fois que vous aurez un peu plus d'aisance, ça deviendra un exercice beaucoup plus facile pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour vous, justement? C'est qu'on est allé sur Internet pour se dire, mais comment ces dames peuvent se préparer à ces nouveaux exercices? Donc, on est allé chercher, on s'est répartis, allez, et trouvons qu'est-ce qui peut exister comme simulateur, gratuit bien évidemment, pour pouvoir être plus à l'aise aujourd'hui sur ce nouveau type d'entretien. De toutes nos recherches, de tous nos échecs, parce qu'il y en a où on nous disait et puis ça ne marchait pas, on a trouvé que le site d'Adecco était un site intéressant parce qu'en fait, il vous proposait de vous entraîner en ligne à ces fameux entretiens. C'est-à-dire, vous allez voir, vous allez taper Adecco, aide aux entretiens, et puis après, c'est simulation. Et en fait, le principe est là, vous avez quelques questions, vous vous enregistrez, vous vous entraînez, vous recommencez, vous vous voyez, de toute façon, déjà, comme nous, on se voit, vous allez vous voir, vous recommencez tant que vous n'êtes pas contente, ensuite, vous recevez vos vidéos par mail, et puis là, avec du recul, vous analysez. Et puis là, vous dites, ah tiens, ça quand même, il faut que je fasse attention, et puis là, ça va pas, ou peut-être envoyez-le à des amis en disant qui t'en pense, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est juste un entraînement. Certes, c'est pour un entretien, mais ensuite, ça vous servira à tous les entretiens. Qui est à la tête, ou en tout cas à l'initiative de ce site d'Adecco, et on est allé un peu plus loin également, c'est une start-up interview app que j'ai contacté parce qu'il y avait un petit bug. Alors, je me suis dit, tiens, ça va être l'occasion pour prendre contact. Et ils sont là depuis déjà une dizaine d'années. Ils travaillent déjà avec de grandes entreprises. Et l'objectif, c'est de s'entraîner. Donc, allez-y, bien évidemment. Vous pouvez aussi vous entraîner simplement avec votre téléphone. Il ne faut pas que vous soyez focalisé. C'est-à-dire que vous faites un peu, vous vous entraînez, vous allez un peu poster le téléphone ou autre, regardez comment ça se passe, revisionnez et faites aussi cette analyse. Vous n'aurez pas des questions préétablies, ça c'est plutôt Adecco, mais sur une vidéo simple, n'hésitez pas à vous entraîner avec votre portable. Alors, là, Brigitte nous a abordé et a vu avec vous les types d'entretien de présélection, c'est-à-dire soit la vidéo avec des questions, soit une vidéo, un pitch tout simplement, en 3 minutes, présentez-vous. Moi, maintenant, je vais traiter avec vous la notion d'entretien en visio, quel que soit le support, Skype, Zoom, ça c'est qui déjà, Google Meet, Teams, vous voyez, quels que soient les outils, et chaque entreprise a son outil différent, on va vous envoyer un lien, bien évidemment. Alors, chaque fois, et Brigitte a été vigilante, comme elle l'a fait pour le CV, comme elle l'a fait pour la lettre de motivation, je vais le faire pour l'entretien en disant, attention, souvenez-vous, hein, le digital, c'est juste un moyen. On ne peut pas entamer un entretien sans avoir une préparation au carré. Votre préparation au carré, pour vous faciliter la vie, vous faites les doigts de la main. Et quand vous avez répondu à toutes les questions sur le doigt de la main, je peux vous dire, OK, vous êtes prêts, allez-y, confiant. Ça veut dire quoi? 1, votre argumentation en termes de personnalité et de compétences, bien évidemment vis-à-vis du poste, hein, pas comme ça en général. 2, l'adéquation de votre profil avec le poste. 3, comment je peux parler de ma motivation? Parce que dire que je suis motivée n'a pas de sens, tout le monde va le dire.
mais il faut qu'elle soit largement argumentée. 4, liste de vos questions pour vous préparer, vous à poser à l'entreprise, et ensuite, et non, alors là c'est vous, quel type de questions vous faites mal en entretien? Généralement, j'ai horreur qu'on me pose la question de pourquoi devrais-je vous embaucher? Eh bien, si vous avez horreur, passez du temps pour vous préparer là-dessus. Si vous êtes à l'aise, passez du temps plutôt sur une autre type de questions qui reviennent à peu près régulièrement. Et puis aussi, vous réfléchir aux questions que vous poserez. Vous avez là pour mémoriser 5 doigts de la main, 5 préparations et vous êtes au carré. Bien évidemment, quand je dis se préparer sur l'entreprise également, et le petit point qui est un petit tips si vous voulez, mais qui est intéressant, c'est que vous allez taper, comme le recruteur fait, il va taper votre nom sur la barre de Google, et bien vous, vous faites la même chose. Vous allez taper le nom de l'entreprise sur la barre de Google. Si l'entreprise est sous les feux de l'actualité et que vous ne lisez pas les Échos, ni le Financial Times, ni je ne sais quoi, et que vous ne le savez pas, eh bien, de toute façon, Internet vous le dira. Vous tapez le nom, immédiatement dessous, vous avez des infos sur ce qui se passe. Et puis, s'il ne se passe rien, il ne se passe rien. Il y aura au moins, vous savez que vous n'êtes pas passé à côté de quelque chose. Et ça peut être intéressant parce que je donnais cet exemple, vous tapez le nom de l'entreprise et puis vous voyez que dans l'Union, alors l'Union, c'est un journal qui fait la Marne, je crois, voilà, qui est plutôt sur le côté est de la France. Donc vous, vous imaginez que vous n'avez pas l'Union, bien évidemment. Sauf que vous voyez que sur l'Union, cette entreprise, dans le Covid, elle a aidé qui l'hôpital, qui machin, elle a fait des gels, alors elle ou une autre, hein, mais ça va vous donner à un moment donné dans l'entretien en disant je trouve que vos valeurs sont intéressantes, j'ai vu que vous étiez, et là le recruteur il ne peut pas ne pas se dire que vous avez fait un travail soigné alors que ça a été très rapide. Vous voyez, c'est assez marrant, mais immédiatement eh ben, vous allez avoir des choses à dire sur l'entreprise alors que qui le sait à part les gens qui habitent et qui lisent ce journal dans la région. Alors ça c'était en amont, la préparation, hein. Maintenant, je vais vous parler de la préparation spécifique sur la visio. Alors, on a vu, à travers la question, c'était le poids du non-verbal. Vous vous souvenez sur cette question, quel est le poids du non-verbal? Eh bien, la réponse tombe. Il y a 90% dans un entretien est dû au non-verbal. Moi, je préfère dire un peu moins parce que ça me semble tellement gros, 90, que ça me fait peur. Mais néanmoins, même si je dis que j'ai des slides où je dis que c'est que 65, ben, ça reste quand même important. Et en visio, vous avez quelqu'un qui s'impose dans le non-verbal que vous pouvez maîtriser et que vous devez maîtriser. Et ça veut dire quoi? Préparer son terrain, soigner son environnement. Premier point, la lumière. Si vous avez en visio un problème de lumière, de luminosité, ce qui veut dire que la personne vous voit un peu sombre, ou elle ne voit pas bien vos yeux, ou le contexte est un peu flou, eh bien, je veux dire, il va y avoir tout le non-verbal qu'on va perdre. On va perdre le sourire, on va perdre l'intelligence qu'on voit dans le regard, l'intérêt, la motivation. Et c'est tellement dommage. Moi, j'ai vu, mais pour vous dire, c'était dans une école, c'était marrant, après, c'était même pas un recrutement. Hein. J'étais en visio et la dame qui nous parlait, je ne sais pas pourquoi, avec la lumière, elle avait ses lunettes qui devenaient comme si c'était des miroirs. Je ne sais pas quel phénomène, quoi qu'il en soit, on ne voyait pas son regard. Alors, ça va bien quand c'est quelqu'un qui vous donne une info, mais quand vous êtes en recrutement, c'est quand même assez gênant. Donc, pensez bien à travailler cette lumière et voir. Vous allez tout simplement tester. Idéalement, la lumière, elle est devant vous. Vous êtes face à la fenêtre. Vous ne l'avez pas dans le dos. Après, soignez le décor. Il s'avère que dans un entretien normal, vous allez dans l'entreprise, dans leur bureau. Ici, c'est eux qui viennent chez vous. Ah ben là, vous vous rendez compte que c'est aussi un non-verbal essentiel. On va voir votre déco, on va voir si, peut-être qu'on va voir un chantier derrière vous, je ne sais pas. Mais à travers ça, notre regard de recruteur ne peut pas faire l'impasse, il va le voir. Donc, il faut que vous soyez vigilant. Par rapport à ça, soit vous faites attention d'avoir un mur clair, clean et tout ça, soit vous floutez l'arrière-plan et les outils vous le proposent, soit en fait vous mettez derrière une photo.
c'est possible. Il suffit juste de bien tester avant parce que quelquefois, suivant les ordis, suivant la version de l'ordinateur, quand on met une photo derrière, on n'a pas un bon rendu. Il y a un bug. Alors techniquement, je ne pourrais pas vous dire quoi, mais ça va gêner. Moi, je vois, il y a des gens qui l'ont et ça me gêne au niveau du regard parce que ce n'est pas clair. Donc, faites attention. Bien évidemment, si je reviens sur le non-verbal classique, c'est la tenue, okay, la posture, la communication. Okay. Le point de la visio aussi, c'est qu'il vaut mieux essayer de regarder la caméra, c'est-à-dire en fait le haut de votre ordi. Okay. L'autre point également spécifique au niveau des entretiens, c'est que faut faire attention de ne pas parler trop vite, mais au contraire, il faut essayer de poser beaucoup plus de questions. Pourquoi? C'est-à-dire pour créer une proximité. On est dans la distance. On est peut-être à 50, 100, 200, 500 kilomètres, je ne sais pas. Et en fait, il faut qu'on essaie de créer une certaine proximité en posant plus de questions. Même dans notre attitude, soit je me mets très en arrière, soit je me mets trop devant, ça ne va pas le faire. Il faut trouver ce juste milieu en disant je suis avec vous, je ne suis pas trop loin de vous. Et puis en posant un peu plus de questions pratiquement que dans un entretien classique. Autre élément, par contre, avantageux, c'est le fait de pouvoir utiliser votre écran avec des anti-sèches. Ici, bon, j'ai mis cet exemple, c'est en visio, là, vous allez vous mettre, pense bête, tiens, les questions que vous avez préparées en amont, ou peut-être le plan de votre pitch. Vous mettez je parle de ça, 2 ça, 3 ça, 4 ça. Ce n'est pas un truc écrit, hein, c'est juste des points, comme c'est fait ici. Vous allez peut-être mettre, pour celles qui en auraient besoin, on peut mettre ici votre CV. On n'en a pas besoin. Mais voilà, vous pouvez, vous voyez, utiliser ça pour avoir, ce qui serait impossible dans un entretien normal. Vous avez à vous d'utiliser ces éléments. Un autre point également, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir peut-être partager votre écran pour montrer quelques réalisations. Tiens, justement, je vais vous montrer une publicité que j'ai créée, ou justement, tiens, je vais vous montrer un mini-film ou, voilà, ou un article sur. Et là, ça prend du réel. Vous avez dit ça, immédiatement, vous le voyez. Autre élément, c'est la technique. Ça, c'est le troisième point, en fait, dans vos entretiens spécifiques, c'est vérifier la technique. Donc, on a vu préparer son environnement, vérifier sa technique. C'est un nouvel aléa. Avant, on avait un entretien et effectivement, l'aléa, c'était, il y a eu un accident dans le métro, il y a eu un accident sur l'autoroute, je suis en retard. Bon, grosso modo, c'était à peu près des aléas qui étaient assez fréquents. Au niveau de ces entretiens, on a le matériel qui est avec nous. Et donc, il faut qu'on soit très vigilant et on peut réduire ces aléas. Je ne dis pas les annuler, mais en tout cas, beaucoup les réduire si vous testez votre matériel en amont. Une fois qu'il va vous dire généralement, quand vous pouvez ouvrir, ou vous allez faire ça ou sur un autre support, vous allez tester, est-ce qu'il vaut mieux que je me mette comme ça? Est-ce que quand je m'appuie là, je suis trop près ou pas de la personne? Vérifier le son, le cadrage. Ensuite, vous pouvez même faire un Skype avec des amis pour juger du rendu. Après, vous allez vous renseigner quel type d'outils il utilise. Quelle plateforme? Ça sera bien. Est-ce que je serai seule face à une personne ou est-ce qu'il y aura 2 personnes? C'est peut-être bien de le savoir en amont, plutôt que d'être tout d'un coup surprise et de plus trop savoir comment faire. Ensuite, vous avez vu que suivant les plateformes que vous utilisez, si vous vouliez partager, tout à l'heure, je vous ai dit, vous avez l'avantage de partager un écran. Si vous voulez leur montrer une pub que vous avez faite, ou une petite vidéo, ou tout simplement leur montrer une photo ou un article, il suffit en fait de partager son écran. Mais il faut savoir le faire. Donc, sachez si c'est Teams, Google Meet ou je ne sais quoi, et puis regardez même sur Internet comment je partage un écran sur Teams pour voir si effectivement vous voulez le faire et vous êtes prêt ou sinon après vous décidez que ça sera peut-être un peu trop risqué. Un point qui est important, c'est demander les coordonnées de votre interlocuteur en cas de problème de connexion. Souvent,
ça peut arriver, au même titre que l'accident, paf, on a un problème de réseau. Alors là, vraiment, on n'est pas maître, on avait testé, tous ces malins. Et puis là, il y a eu dans la bande passante, tout d'un coup, et on a été déconnecté. J'ai voulu me reconnecter, mais je ne peux pas parce que c'était un lien unique. Ils ne mettent pas qu'on peut… donc, c'est un lien unique. Je ne peux pas me reconnecter. Et je me retrouve seule face à mon ordi. Là, je me dis, attends, il faut que je prévienne. Mais qui? Je vais faire un mail. Peut-être qu'il n'est pas sur ses mails à l'instant même. Peut-être prévenir une secrétaire. Ah oui, mais je n'ai pas de coordonnées de la secrétaire. Et là, vous trouvez vraiment embêté. Donc, veillez à ce que vous ayez des coordonnées pour pouvoir rebondir en disant, écoutez, là, je ne sais pas, apparemment, le réseau, même si ce n'est pas le vôtre, hein, le réseau Orange, n'est-ce pas? Orange ou un autre aussi, le réseau a bugué, je suis désolée, comment on fait, comment on continue? Et là, vous avez, est-ce qu'on peut continuer au téléphone ou est-ce qu'on peut reporter le rendez-vous? Donc, vous voyez, c'est important. Dernier point au niveau de la technique, c'est un petit clin d'œil, mais c'est important parce que ça nous est arrivé. Je l'avais mis là, mais il faut que je le remette dans l'autre slide. À la fin, vérifiez bien que la communication soit coupée. Parce que, effectivement, quelquefois, on croit qu'on a arrêté de partager ou on a arrêté un truc, mais en fait, ça continue derrière. Parce que nous, on ne voit plus l'image et on croit que c'est fini. Mais je n'ai pas mis fin à la réunion. Donc, j'ai juste coupé l'image. Donc, je crois que c'est fini. Et puis, je suis en train de commenter. Ouf, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Et puis là, vous faites des commentaires voilà, qui peuvent vous être positifs ou négatifs. Du style, c'était génial, il est génial, ou le contraire. Donc, faites attention de bien arrêter. En tout cas, on a terminé. Est-ce que nous sommes dans les temps? Oui. On a bien débordé, Véronique. Ah mince, je croyais que, oh là là, j'ai eu un petit bug là, oh là là, j'ai raté ma gestion du temps, je pensais que c'était 11h30. Je suis vraiment désolée. En tout cas, avec Brigitte, on a pris beaucoup de plaisir à travailler sur ce support pour vous donner des outils. Et en synthèse, on va nous aussi maintenant parler en mots-clés et vous dire que la clé du succès, c'est la préparation, c'est l'entraînement, et que cet entretien, c'est un exercice d'argumentation qui va dès la présélection jusqu'à l'entretien. Et vous devez avoir confiance en vous, vous avez vos compétences, c'est clair. Vous devez juste être encore plus enthousiaste à distance, poser des questions, écouter. En tout cas, merci à toutes d'être restées. Je suis désolée. Merci à toutes, parce que vous avez vraiment participé aussi, donc c'était super. Alors, merci beaucoup. C'est vraiment pas, je pense, un souci qu'on ait débordé. Alors, à un moment de la présentation, j'avais annoncé qu'on aurait un bon quart d'heure de plus que ce qui était anticipé. Alors, c'est vrai que l'habitude est plutôt sur un temps de 2 heures pour des ateliers. De 2 heures, oui. Donc là, on avait 1h30 initialement prévue avec, comme vous l'avez vu, une grande densité d'éléments évoqués. On a repris le CV, la lettre de motivation, l'email de motivation, les entretiens en visio, les entretiens différés, l'entraînement au pitch de manière autonome, tout un tas de conseils. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas forcément eu beaucoup de temps pour prendre peut-être toutes les questions, en mettant notamment un peu de côté celles qui se référaient au CV, à la lettre, pour peut-être un peu plus prendre du temps sur le cœur de ce webinaire ce matin, qui était davantage la préparation aux entraînements en visio. Néanmoins, vous pourrez regarder à nouveau les contenus. J'ai noté, on m'a suggéré de poursuivre sur des ateliers peut-être plus restreints, et notamment sur la préparation d'un entretien en visio. Alors, c'est vrai qu'on aura l'occasion, je l'espère, de poursuivre dans d'autres contextes. Je regarde néanmoins s'il y avait des… Alors, on reçoit beaucoup de messages de remerciements, mais sachez que ça nous fait très, très plaisir si ça vous a satisfait. En tout cas, c'est un vrai plaisir pour nous également. Oui, c'est important de vous donner des éléments, de nous donner de partager en fait nos connaissances, nos vécus pour que ça soit utile aux autres et que au final vous soyez prête pour aborder cette nouvelle technique avec le plus de confiance possible.
Bon, bah, écoute, on est ravis d'avoir tout cet engouement. Ça nous fait très, très plaisir. En tout cas, on a souhaité être le plus concret possible sur, sur le fait que vous puissiez aborder les entretiens digitaux de la manière la plus zen possible, en tout cas. Mais en tout cas, pensez bien que la préparation, c'est toujours la même. Et comme le disait Véronique, le digital, c'est vraiment le moyen et ce n'est pas l'objectif, hein. Encore merci à vous deux pour toute cette préparation, pour le temps et l'enthousiasme que vous avez mis dans la préparation de ce webinaire. Vous commencez à être maintenant des expertes aussi de ces nouveaux outils voilà, du webinaire parce qu'on s'y est mise de façon un peu intensive hein, et par la force, la contrainte de ce premier confinement il y a bientôt 1 an et on voit que ça permet d'aborder de nouveaux contenus, ça permet également de toucher d'autres davantage d'audience parce qu'on a pu organiser ces webinaires sur l'ensemble des antennes de Force Femmes. Donc, on est ravis que ça vous soit utile. N'hésitez pas à re-regarder les contenus. Posez tranquillement et puis essayez de vous approprier tous ces conseils dans le cadre de votre propre recherche. On espère que ça vous a été utile et que ça continuera de l'être et de vous accompagner dans vos projets et votre avenir professionnel. On peut peut-être se laisser là-dessus, si vous voulez. Et bien voilà, merci à toutes. Vraiment à Merci toutes. Mélanie. Merci Brigitte. Merci Mélanie, merci Véronique. Enfin voilà, on ne va pas s'auto-congratuler, mais Oh, en tout cas, c'était un plaisir de participer à ce webinaire. Et à bientôt pour toutes, hein. On se revoit très bientôt et on l'espère physiquement, mais ça, c'est encore une autre histoire. on se revoit. Alors, je vois qu'il y a des dames que j'ai rencontrées en atelier. Fabienne, je vous ai eu en atelier. Je vois quelques noms qui sont communs, soit de collègues bénévoles et surtout de dames que j'ai peut-être eues aussi et qu'on a tous eu dans le cadre des ateliers. Merci à vous. Je vais arrêter le partage et je vais aussi vérifier de bien arrêter la réunion. Oui. À Allez, à très bientôt. bientôt. Merci. Merci Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.